Good afternoon, televiewers. You are welcome to the midday bilingual newscast on Equinox Television. Bonjour, Julien Betbessa. Bonjour à toi, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition bilingue du journal. Le Conseil constitutionnel dispose de quelques jours pour proclamer les résultats de la présidentielle du 7 octobre. Hier, les 18 recours introduits au greffe de la haute juridiction, dont 2 portant annulation de l'élection partielle du scrutin, ont tous été rejetés. Après 4 jours d'audience, c'est très tôt ce vendredi que les débats dirigés par Clément Atangana ont été clos. S'agissant du recours de Joshua aussi, il a été jugé recevable sur la forme, mais irrecevable dans le fond. Je vous propose d'écouter la réaction ou le verdict de Clément Atangana. I stand in the front of the audience room that is just not very far from le Conseil constitutionnel, statuant publiquement contradictoirement à l'égard des partis en matière électorale, en dernier ressort et à l'unanimité des membres, décide en la forme, déclare la requête de Sieur Joshua Nambangi aussi recevable. Au fond, sur le premier moyen pris de la violation des articles 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il ressort du dossier et des débats que l'élection du 7 octobre 2018 a eu lieu dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest, où il a été enregistré respectivement 32 729 et 57 084 votants. Il s'ensuit que le moyen n'est pas justifié. Sur le reste des moyens, les griefs soulevés sont sans incidence sur le résultat de l'élection au sens de l'article 134 du Code électoral, compte tenu du nombre de suffrages exprimés en faveur du requérant. Par ces motifs, rejette la requête de Sieur Joshua Nambangi aussi, comme non justifié, laisse les dépenses à la charge du Trésor public, ordonne la notification de la présente décision à ELECAM et aux autres parties, ainsi que sa publication au journal officiel en français et en anglais. Et au sortir de cette audience, les militants des partis politiques de l'opposition n'ont pas manqué de dire un mot. Ceux du MRC qui ne sont pas du tout surpris du verdict du Conseil constitutionnel sont déçus et ils évoquent un souci d'équilibre et d'impartialité. Je vous propose d'écouter la réaction de Wilfried Ekanga. Dans le commentaire qu'on en fait, c'est qu'on est déçu, mais on n'est pas surpris. La surprise aurait été que les choses se passent autrement. On est au Cameroun, on est dans un pays où le mot impartialité figure encore dans une langue étrangère. On ne l'a pas vraiment encore traduit en français. C'est pour ça que la matérialisation en est très compliquée. Le Conseil constitutionnel juge la requête injustifiée parce qu'il ne comprend pas que le MRC et la société civile camerounaise de toute façon jugent son mode de fonctionnement injuste. Il y a un souci d'équilibre, il y a un souci d'impartialité dans les structures qui nous administrent et qui ont pour fonction en fait d'être justement équilibrées pour contrebalancer
le rapport de force entre le pouvoir et la population. Déjà qu'ils ont été pris de court, ils ont été surpris par le pied de nez que le MRC leur a fait. On se disait encore que dans le siège des élections précédentes et même de 92, tout allait se passer comme une lettre à la poste, comme j'ai l'habitude de le formuler, et que voilà, il n'y aurait pas de recours, il y aurait juste des petites discussions, des petites contestations en surface, mais ils ne s'attendaient pas à une opposition aussi farouche que celle qu'on a eue avec le MRC. Et encore, ce n'est pas fini parce que ce n'est pas un mea culpa ou un drapeau blanc que nous levons, pas du tout. Mais en tout cas, l'exercice qu'on les a obligés à faire est déjà considéré comme une réussite en soi parce que voilà, on a quand même, s'il y a 1% de démocratie qui a prévalu ici, il est à mettre à l'actif de l'opposition. Et en tête de file, avec en tête de file le MRC, nous les avons obligés à être démocrates, du moins en surface, nous les avons obligés à discuter avec nous, nous les avons obligés à présenter des arguments et nous les avons poussés dos au mur. On a vu la grosse bourde qui s'est passée hier, justement, cela ne restera pas sans suite parce que quand on est sûr de gagner, on ne triche pas. On est même content de montrer les éléments comme ils se sont passés. Quand on triche, c'est parce qu'on sait que c'était le seul moyen par lequel on pouvait l'emporter. Cela relève des principaux mécanismes du parti au pouvoir et de ses ramifications. Dans le commentaire qu'on en fait, c'est qu'on est déçu, mais on n'est pas surpris. Et le fait marquant de la 3e journée d'audience du contentieux post-électoral est la sortie en salle des avocats du SDF pour protester contre la décision de la télévision publique de ne pas retransmettre en direct les débats. Joshua aussi et ses conseils ont finalement eu gain de cause après moult tractations. Retour sur cette journée mouvementée avec notre reporter Gizogo. Ici au Palais des Congrès ce matin, au siège du Conseil constitutionnel, c'est un véritable imbroglio auquel on assiste alors que l'audience avait été ouverte un peu après 10 heures et que les requêtes des candidats, notamment du candidat Joshua aussi, étaient examinées. C'est le coup de théâtre qui s'est produit. Les avocats du SDF ont réclamé une suspension d'audience. Ils ont notamment demandé que cette audience soit retransmise en direct à la télévision, comme c'est le cas depuis l'ouverture de ce contentieux post-électoral ici au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel et toute la coalition ELECAM, ministère de l'administration territoriale et RDPC ont décidé de rendre l'audience in camera, ce qui est contraire à la loi. Et vous avez certainement vu les images d'hier. Ils ne veulent pas que ça se répète. Ils savent qu'ils ne peuvent pas éviter une annulation de l'élection sur la base de la requête que nous avons déposée. C'est une démarche régulière et normale. Parce que depuis mardi, à l'ouverture de la séance de travaux au Conseil constitutionnel, l'audience était publique et tout le monde l'a constaté à Mondovision. C'était retransmis dans les chaînes de télévision, radio, en direct. Mais nous sommes surpris que ce matin, l'entrée était très fritrée et que même nos militants n'ont pas pu accéder dans la salle d'audience, qui est une audience publique. Et en plus, on nous a demandé tout à l'heure, quelqu'un venait nous demander, les gens venaient nous demander d'éteindre nos téléphones, que nous n'avons pas droit à nos téléphones. Il faut dire que les incidents qui ont clos la journée d'hier ont semblé marquer les uns et les autres, notamment le Conseil constitutionnel qui a pris des mesures plutôt restrictives ici ce matin. Les entrées étaient très filtrées et on se retrouve dans une salle d'audience pratiquement déserte. Même les téléphones portables ont été interdits, notamment aux journalistes et à tous ceux qui voulaient en user. Et c'est ce qui a provoqué le courroux du SDF qui a appris par ses avocats, notamment ses militants qui sont restés à l'extérieur de la salle, que cette audience n'est pas retransmise en direct. Et donc le Conseil constitutionnel qui à l'instant a prononcé une suspension et les avocats, fait inédit, les avocats de tous les bords, y compris du RDPC, demandent effectivement que les règles admises communément en droit soient respectées pour que cette audience reprenne normalement son cours. Leur demande est justifiée puisque tout le procès a été médiatisé en direct, donc l'égalité recommande qu'on aille jusqu'au bout avec tout le monde. Le bâtonnier Sama a tout à fait raison. Non seulement l'audience doit être publique, et en plus
plus de ça, tous les avocats, qu'ils soient constitués ou pas, doivent être admis dans la salle d'audience. Et nous sommes solidaires de francophones ou d'anglophones. Nous sommes du barreau du Cameroun et nous sommes tous solidaires des avocats qui défendent la cause du SDF. Voilà où on en est ici, au Palais des Congrès. Emmanuel Diop, Guy Zogo, Equinox Télévision. Alors que les Camerounais attendent impatiemment la proclamation des résultats de l'élection du 7 octobre dernier, la résidence d'une tiers-man, Nidion Frundi, située à Baba, au nord-ouest Cameroun, a été incendiée et sa sœur kidnappée par des individus encore non identifiés. Cet incident survient pratiquement 6 jours après que des forces de l'ordre et de sécurité ont tiré à balles réelles sur le chauffeur du tiers-man alors qu'il rentrait chez lui après avoir déposé le président national à son domicile. Précise un communiqué SDF qui indique que la victime était hors de danger. Et la controverse autour d'une affectation de pasteur enflamme la crise à l'église évangélique du Cameroun. La passation entre l'entrant et le sortant a failli tourner en bagarre générale entre des fidèles acquis à la cause des deux camps. Jean-Paul Chounial. Au quartier Nouvelle, une ambiance surchauffée entre deux groupes opposés de fidèles de l'église évangélique du Cameroun. Au cœur de la discorde, 3 pasteurs en ordre de bataille pour le contrôle de la gestion de la paroisse d'Inoubel Mbanjoun. L'exécution d'une décision du président de région a failli tout embraser. Le pasteur Nono Kapetou Joseph ayant muté le pasteur Foto Calvin pour la paroisse de Sobo-Madouala 3e. L'homme de Dieu refuse de quitter les lieux pour céder place à son successeur, arrivé bagage en main pour occuper la maison de fonction. Ce fidèle soutient que le pasteur Foto Calvin doit partir. L'affectation, c'est quand tu pars d'une école, d'une ville à une autre ville, ou d'une école à une autre école. Mais le mouvement se passe dans la région. Ce n'est pas, en temps normal, cette appellation n'a pas lieu d'avoir le nom d'affectation. Dans le camp d'en face, un autre ancien d'église s'oppose à la décision du président de région, Nono Kapetou Joseph. C'est un président de région, certes, mais il n'a pas qualité d'affecter les pasteurs. Seul le conseil synodal général le fait. Pour les protocam Samuel, les alliés de Foto Calvin font exprès d'envenimer la situation. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, c'est une façon de nous exciter à déclencher les bagarres et à les amener l'autorité à fermer, à sceller la paroisse. Ça ne se passera pas. En face, on parle d'un règlement de compte dans une affectation à tête chercheuse. Tout ça parce qu'un collectif de 6 pasteurs s'est révolté. Ce collectif a dit: on ne bouge pas, on reste dans des statu quo. Au sommet de l'église, quand les problèmes vont se régler, on va procéder facilement aux affectations comme d'attendre. Il faut qu'on respecte les textes de l'église. Dimanche dernier, cette sous-guerre de leadership a même privé les fidèles de leur culte et des sacrements. L'arbitrage de l'autorité administrative est une fois encore attendu, en plus de la crise de l'élection querellée du synode de Ngaoundéré, encore en suspens devant les tribunaux. Reparlons de ce drame survenu à la paroisse Sainte-Marceline de Minkan à Yaoundé 4e. L'effondrement de la chapelle en cours d'extension a fait 2 morts et causé d'importants dégâts matériels. Des femmes membres du Rosaire étaient en pleine prière lorsque le bâtiment a cédé sous l'effet d'une forte pluie. Marcelin Ganson. Derrière nous, ce qui reste de la chapelle Sainte-Marceline de Minkan, juste la façade principale qui a résisté à l'effondrement. Tout est parti selon des témoignages d'une forte pluie qui s'est abattue hier soir dans la capitale. Il était 16 h quand il y a eu une pluie soudaine avec du tonnerre une fois. Donc du genre, nous étions tous à l'intérieur, il y a eu tremblement de terre. Bon, les gens qui étaient à l'église, certains sont venus nous appeler de sortir. Déjà, moi j'étais en sous-vêtements, je courais dans tous les sens. Je n'ai même pas su ce qui s'est passé, c'est bien après qu'on a vu l'église s'écrouler en fait. Et on nous a demandé de quitter sur les lieux, puisque nous sommes proches de l'église. C'est vraiment, c'est triste. Déjà que j'ai perdu une maman que je connais très bien. Dans la foulée de cette catastrophe, et même avant l'arrivée des sapeurs-pompiers, les populations vont se mobiliser comme un seul homme. Et dans les recherches, 2 corps vont être extraits. Des femmes malheureusement décédées, dont une très connue
dans le voisinage qui n'habitaient pas très loin d'ici. Les pompiers sont arrivés bien après. Déjà, c'est la population qui a essayé d'enlever. Mais les pompiers sont arrivés sur les lieux, mais après, ils ont eu faillite. Là, ils sont tombés avec toute la boue là. Donc, ce n'était pas évident. C'est bien après qu'ils ont essayé d'entrer et retirer ce qu'on pouvait enlever. Jusqu'à 7 heures, les sapeurs-pompiers ne sont pas encore présents ici, alors qu'ils avaient pris l'engagement d'être là très tôt ce matin, autour de 7 heures. C'est sous la houlette du commissaire central numéro 4 de la ville de Yaoundé que les recherches se poursuivaient ici. Quelques volontaires ont accepté de prêter main forte pour cette opération qui est assez difficile. Soulever des poutres et des tonnes de ciment n'est pas évident avec des mains nues. Qu'à ça ne tienne, l'espoir est permis qu'on va pouvoir déblayer, même si malheureusement, il n'y a pas de chance de retrouver des survivants. Si l'on est fixé sur les circonstances de ce drame, à savoir que l'incident est survenu à la suite d'une forte pluie dans la capitale, on est néanmoins dubitatif quant aux causes exactes. S'agirait-il des matériaux qui ont été utilisés qui ne seraient peut-être pas de bonne qualité? Doit-on accuser des circonstances qui seraient liées à la nature? Seuls des techniciens pourraient certainement, à la suite des enquêtes, dire exactement ce qui aurait pu provoquer un tel effondrement avec les dégâts que l'on a pu observer. Le bilan enregistré jusqu'ici de 2 morts pourrait évoluer en fonction des résultats des recherches qui se déroulent en ce moment. En attendant, le quartier Minkan porte le deuil des personnes qui ne demandaient qu'à venir à l'église et à prier le Seigneur. Ici Minkan, pour Equinox Télévision, Élisée Borba, Marcelin Ganson. Et un public reportage avant de refermer cette première partie du journal. Nestlé Cameroun réaffirme son soutien au gouvernement dans le cadre de la lutte contre la malnutrition au Cameroun. Engagement pris le 16 octobre dernier lors du 2e forum portant sur la fortification alimentaire comme une solution à la lutte contre la faim au Cameroun. Reportage. Selon des données actualisées du ministère de la Santé publique, 39% des enfants de 0 à 5 ans souffrent d'une carence en vitamine A. 45% des décès enregistrés chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans sont dus à la malnutrition. Des données alarmantes qui interpellent au moment où le Cameroun se joint au reste du monde pour célébrer la journée mondiale de l'alimentation. L'allaitement maternel exclusif est bon pour le bébé jusqu'à l'âge de 6 mois. Le bébé a tout dans le lait maternel jusqu'à 6 mois. Maintenant, donc, à partir de 6 mois, il faut introduire maintenant une autre alimentation. Et c'est de là que les problèmes de malnutrition peuvent commencer si cette alimentation n'est pas équilibrée. Les carences en micronutriments requièrent l'engagement de tous. Nestlé Cameroun joue sa partition aux côtés du gouvernement afin de renverser la courbe actuelle de la malnutrition au Cameroun. D'où l'organisation de ce forum nutrition, le 2e du genre, axé sur la fortification alimentaire. Enjeux et défis pour réduire la faim cachée au Cameroun d'ici 2035. Les enfants âgés entre 0 à 5 ans ont une carence ferroviaire de 68%, c'est-à-dire une anémie de 68%. Cela nous parle en tant que Nestlé. Pourquoi? Parce que chaque jour ici au Cameroun, plus que 1 million de produits Nestlé fortifiés sont consommés. Ça veut dire que nous avons un grand rôle à jouer à combattre ce fléau de malnutrition. Le temps d'une journée d'échange et de réflexion, divers acteurs ont mis en lumière les écarts à combler pour lutter efficacement contre les carences en micronutriments dans notre pays. Nous disons surtout qu'il faut connaître notre alimentation locale. C'est pour cela qu'au niveau du Premier ministre du gouvernement, il a été élaboré un guide qui reprend l'ensemble de nos plats traditionnels que nous avons et la manière de mettre les différents aliments ensemble pour que vous ayez une alimentation équilibrée. Et le but de ce forum, c'est d'avoir des échanges entre toutes les parties prenantes, que ce soit le privé, que ce soit le public, que ce soit la société civile, parce que pour nous, Nestlé, la solution, c'est en partenariat. La visite des différents stands a permis au public de toucher du doigt la contribution de Nestlé Cameroun à la lutte contre la faim cachée. Nous avons le nouveau format, nouveau produit
Nestlé Nido Forti Choco que vous voyez là, dans un sachet de 35 grammes. Et la particularité ici, c'est que cela facilite l'apprentissage des enfants. Il développe la croissance, surtout les enfants qui sont en bas âge. Donc ça a beaucoup de vertus. Et même pour les adultes, ça fortifie les os parce que c'est riche en fer. Il est fait à base du lait classique Nido, de la poudre de cacao, du sucre. Donc c'est un 3 en 1. La fortification alimentaire comme palliatif à la faim cachée. C'est une option à ne pas négliger, même si des réflexions devraient se poursuivre dans une approche multipartite afin d'améliorer la nutrition, la santé et le bien-être de tous. À présent, la deuxième partie de ce journal, elle est en langue anglaise avec vous. Innocent Azé, good afternoon. Good afternoon, Juliette. Good afternoon to you, televiewers as well. The Constitutional Council of Cameroon is now expected to deliver results of the October 7, 2018 presidential election latest Monday after rejecting all 18 petitions tabled before it for partial and total cancellation of the election. The 3 days post-electoral petitions hearings, whose third phase began Thursday at 10 a.m. and ended at 2:30 a.m. today, witnessed the rejection of Joshua Ossei's petition for total cancellation of the October 7 election based on grounds that Anglophone Cameroon did not participate freely. It should be noted the petition was termed admissible. According to the verdict passed on by Clement Atangana, the complaint on the violation of fundamental human rights to vote in the north and southwest regions was discarded by the council as found unfounded because it was established that voting took place in both regions with 5.5% and 15% participation rates in the north and southwest regions respectively. The Constitutional Council wrote that this did not lead to faking of results obtained. Before this, the session was interrupted at 6 p.m. to render the verdict on the CRN petition of Professor Maurice Kamto, who called for partial cancellation of the presidential election in 7 divisions of Cameroon due to many frauds and irregularities witnessed. And the council rejected Kamto's petition for lack of evidence, and those who appreciated the court proceedings indicated that it was a major stride in the growth of democracy in the Republic of Cameroon. Let's now come back to the council session that held yesterday. One of the lawyers defending O.C. Joshua's petition dwelled more on the Anglophone crisis and saw needs for the presidential election to be cancelled. You saying that if this court upheld these your arguments and decided to cancel the elections, I don't know whether nationally or in that part of the country, within the legally stipulated time, elections can take place, the administration or the people, security can come back, and so it's done. I want to give you a fair and honest answer, Your Lordship. It can. Your Lordship, let's look at each other in the eyes. Let's tell the President of the Republic that he is the father of this nation. Let him take a microphone and talk to those children. Tell that my children, the children of the Northwest and Southwest, I have heard your problem. Come out of the bushes. Let schools go on. I will look into it. I know my brothers and sisters of the Northwest and Southwest region. Your Lordship, those children will come out of the bushes and start singing on the streets in Bamenda and in the Southwest. Say, Papa, don't talk. Miss Oman talk again. Let the head of state address them. We don't even need 20 days. In 5 days, you can reorganize elections. Let him talk to them like a father. I don't even want, let him come to Bamenda and go to Boya, as he did in Marwa. That is the President of the Republic. He's the father of all the children. Comme on dit des procureurs, le procureur est l'enfant des mauvais et des bons enfants. C'est tous ses enfants. He's the father of all the children, the good ones and the bad ones. Those who complain and those who support him. Let him address his children. I assure you, Your Lordship, peace will return to these two regions. Added to what my colleague has said. Listen to their revendications. Everybody has a right to express himself. Listen to them. Himself, no more commissions. No more commissions. Let the head of state talk to his children. Please, let's stop fooling our head of state. Let's stop misleading the head of state. Let's tell him the truth.
As the father of the nation, he will talk to his children of the Northwest and Southwest. You have seen, your lordship, you have created history, eh? Everybody is listening to this court, eh? They are listening, and they are waiting to hear. Say this, your lordship. History will live to thank you for it. Thank you, your lordship. And it should be noted that Professor Maurice Kamto equally called for partial cancellation of the election in the north and southwest regions of Cameroon, where Anglophones did not vote. Agbo Bala defended that particular point. Barrister Agbo Bala was one of the 15 lawyers who defended the CRM's petition for partial cancellation of the October 7 presidential election in Cameroon. While taking the floor on Wednesday, Barrister Agbo Bala urged the Constitutional Council President and members to grant justice to Cameroonians for peace to reign and for suffering to end. I hope that the independence of the judiciary will be manifested in your decision. Because when the voices of the people are not heard, it leads to chaos and carnival. Today we have chaos in the southwest and the northwest. I think some of the so-called ministers sitting here cannot go to the southwest and the northwest. Some of them cannot go to their villages because they did not listen to the people. The voice of the people, they say, is the voice of God. Let us listen to the voice of the people. Let us listen to the voice of Cameroonians who are yearning for change. Cameroonians want this country to change. Unity and Cameroonians, Barrister Agbo Bala noted, should be at the forefront before the Constitutional Council takes any decision. I come from a region where it has been devastated. I urge you, I pray, I plead, I beg, I call upon you to take a decision that would not mar the unity of this country. Take a decision that will help your province, your independence, your integrity, your place in the history of this country is at stake. We need to leave a legacy for prosperity. We need our children's children, to remember that we had avant-garde judges at the top of the Constitutional Council. Constitutional Council members were equally urged to fight for the betterness of the nation than the interests of a particular individual who nominated them to their top-ranking positions. Honorable members who look beyond party or individual inclination. Cameroon is bigger than President Kamto. Cameroon is bigger than President Mobia. It's bigger than each and every member of the panel. Everybody here. We will go where this country will remain. And if we love the country the way we think we do, let us take a decision that posterity will judge us. Barrister Agbo Bala was also speaking as human rights advocate in Cameroon and Central Africa. And it should be noted that Ngole Evis equally backed up the ruling Citizen Party of President Paul Biya, as well as Colonel Sonne, who backed up MINAS, that's the Ministry of Territorial Administration, as well as the Ministry of Defense, saying that security was put at the disposal of every presidential candidate during campaign and equally during election periods. Let's hear them in this excerpt. The defense and security forces of our country did what it could to ensure that the essential measures of security are taken to ensure that elections of this magnitude are held everywhere in the country. For sure, we would have done better, but each human work has shortcomings. Elections actually took place under security measures put in place by the Ministry of Defense in the two English-speaking regions. I think you are all aware of the statistics that were given. 5% in the Northwest and 15% in the Southwest. I want to use this opportunity to say that the Cameroon Defense Forces are not answerable to the percentage of elections in any locality. They are answerable to the minimum security that's supposed to be provided for citizens to effect their civic duties. I think in this respect, it has been said here that the minimal and essential security measures were taken for our compatriots of these two regions to feel identified
as citizens of this country. And it should be noted the residents of the Social Democratic Front National Chairman Nijon Frunzi in Chamna's quarter in his native Babatu village in the Mezam division of the Northwest region has been raised. That was yesterday. Unidentified gunmen reportedly masterminded the act. They also went as far as kidnapping Akom, according to sources, and fighters loyal to the Amazonian Defense Forces have not claimed responsibility of the arson attack and abduction, but accusing fingers points at them. This happened. Driver Salifu Waziri was shot in the knee around Food Market in Bamenda by security forces. He was returning alongside Nijon Frunzi from Babatu, where he attended a meeting with the population. And that's the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We shall be back at 4 p.m. God willing. Julien. Le rendez-vous est pris Innocent Azé à 16h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Equinox Télévision, au-delà de l'image.